et bienvenue pour cette nouvelle édition d'AQC TV Live. Aujourd'hui, deux sujets. Un premier sujet technique que vous avez choisi par les réseaux sociaux, les dysfonctionnements électriques des installations photovoltaïques. Et puis un deuxième sujet, cette fois-ci juridique, les causes exonératoire de la responsabilité des constructeurs. Sommaire. Premier sujet que vous avez choisi par les réseaux sociaux, les dysfonctionnements électriques des installations photovoltaïques. L'Agence Qualité Construction vient de republier une étude à ce sujet. Et pour en parler, j'accueille Marielle Perrin d'Espul. Bonjour Marielle. Bonjour. Je vous laisse peut-être d'abord vous présenter et présenter Espul. Tout à fait. Alors bonjour, je m'appelle Marielle Perrin, je travaille chez Espul. Espul est une association qui a été créée il y a 30 ans pour installer la première centrale photovoltaïque connectée au réseau. Reconnue d'utilité publique et financée par l'ADEME, l'objet social de Espul est le développement d'une société sobre et efficace basée sur les énergies renouvelables accessibles à toutes et tous. Alors, quels sont les principaux défauts que vous avez constatés ? L'Agence Qualité Construction reporte en 2017 que 30% des sinistres liés au photovoltaïque ont des origines électriques. C'est une étude qui a été faite sur 300 rapports de sinistres entre 2012 et 2016. Alors, comment on peut prévenir tous ces défauts ? Donnez-nous quelques conseils. Déjà, ces dysfonctionnements peuvent avoir différentes causes. Tout d'abord, des erreurs humaines, soit lors de la conception, soit lors de l'installation. Ça peut être des pannes matérielles ou alors ça peut être des causes externes comme des dégradations des câbles dus aux rongeurs ou alors des orages de grêle. Donc, comme vous le dites, l'AQC s'est posé la question comment réduire la probabilité d'apparition de ces défauts, tout comme se sont posé la question aussi de nombreuses assurances. Alors, concernant la conception et l'installation, tout d'abord, nous vous préconisons de faire appel à des installateurs certifiés ou qualifiés par des organismes accrédités. C'est d'ailleurs obligatoire pour avoir le tarif d'achat. D'accord, donc un regard attentif sur l'installateur et ses compétences. Complètement. Et l'installateur doit aussi être titulaire d'une assurance décennale. Oui. Ensuite, pour les pannes matérielles, le choix des matériaux est important. Donc, il faut choisir du matériel spécifique photovoltaïque. Oui. Donc, toutes ces contraintes sont listées dans la norme C1500 et il y a un guide spécifique qui s'appelle le guide UTE C15712-1 qu'il faut respecter, qui a été créé spécifiquement pour le photovoltaïque. La notion importante, c'est que ce guide a été créé en 2013. En 2013, les technologies qui sont aujourd'hui n'existaient pas toutes. On parle notamment des modules bifaces, donc ou des modules bivers qui ont une plaque de verre dessus et une plaque de verre dessous. On parle par exemple des micro-onduleurs qui sont des onduleurs qui viennent se coller derrière chaque module. Donc tout cela n'existait pas en 2013. Donc en fait, Espul, nous avons actionné, nous avons en fait mis en place avec un groupe d'experts photovoltaïques, donc des gens du CER, des gens d'Enerplan, nous avons mis en place un guide complémentaire, C15712-1. Qui intègre toutes ces évolutions. Voilà, qui va décrire techniquement comment mettre en place, comment dimensionner, comment installer toutes ces nouvelles technologies qui n'existaient pas en 2013. Et donc ce guide est sorti en janvier 2024. Il est disponible sur le site photovoltaïque.info. Et nous nous réjouissons que l'AFNOR, parce qu'en fait ce guide c'est C15712-1, c'est l'AFNOR qui en est responsable. Donc l'AFNOR vient de créer en janvier 2025 un groupe de travail pour mettre à jour cette réglementation. Pour avancer là-dessus. Voilà. D'accord. Alors peut-être un point qui est toujours important à l'AQC, c'est tout ce qui est entretien-maintenance. Oui, complètement, vous avez raison. Pour réduire les risques de dysfonctionnement, la maintenance elle est primordiale. On parle de la maintenance donc curative, c'est-à-dire lorsqu'il y a une panne, ou de la maintenance préventive. Nous préconisons une fois par an d'intervenir sur site.
Une autre chose dont je voulais parler aujourd'hui, c'était les pompiers. Donc, on veut bien sûr réduire le risque d'avoir un dysfonctionnement, mais ce qui est très important dans la conception, c'est de faciliter l'accès des pompiers. Oui, l'accès des pompiers. Par exemple, sur le toit, on ne calpine plus. Calpiner, c'est installer les modules un par un. On ne calpine plus 100% de la toiture. Il faut laisser un espace de 90 cm tout autour. Et pourquoi ? Pour permettre, par exemple, aux pompiers de mettre l'échelle, il faut laisser des bandes d'écheminement tous les 30 mètres linéaires pour permettre aux pompiers d'accéder au module. Et intervenir plus facilement sans danger pour eux. Voilà, avec une signalétique bien sûr précise. Et ces cheminements d'accès pour les pompiers servent aussi lors des opérations de maintenance. Lorsqu'il faut intervenir sur un module qui est en plein milieu du champ, chose importante, on ne marche pas sur les modules. C'est à rappeler ça. On ne marche pas sur un module. On ne marche pas sur un module. À côté. Mais voilà, à côté. Et donc du coup, c'est important d'avoir des cheminements et de pouvoir avoir des modules accessibles. Pour faciliter cet entretien. Complètement. Il y a des listes de points de contrôle qui font consensus. Au niveau des modules, on va pouvoir vérifier les tensions à vide. Les tensions à vide des modules, ça permet en fait de vérifier si les diodes bypass fonctionnent correctement. Les diodes bypass, c'est des petites diodes qui sont dans les boîtes de jonction derrière les modules. Et en fait, elles ont un rôle, notamment lors des points chauds, où on dit hotspot. Sur les modules, il peut y avoir un échauffement très localisé sur une cellule qui va être due, par exemple, à un ombrage. Donc, une cellule qui va être très ombragée, elle va, au fur et à mesure de la vie de la centrale, se mettre à chauffer. La diode bypass permet de réduire, de bypasser cette série de cellules et donc de réduire l'échauffement du panneau et donc d'empêcher un départ-feu sur la toiture. Je vous parlais de notre centrale photovoltaïque connectée au réseau il y a 30 ans. Une installation bien entretenue dure longtemps. Donc cette centrale qui a 30 ans, elle continue à fonctionner. Elle fonctionne aujourd'hui plus de 80% de sa performance initiale et nous avons changé une seule fois l'onduleur. Comme quoi, ça fonctionne quand on a des installateurs compétents, une bonne règle d'installation et de l'entretien-maintenance. Je vous propose maintenant que l'on parte sur un site dans le sud-ouest, dans le Gers, où justement on a rencontré quelqu'un qui faisait de l'entretien-maintenance. Bonjour Simon. Bonjour Catherine. Merci de nous accueillir ici dans le Gers sur votre chantier. Donc vous travaillez chez NovaSource. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société et votre activité ? NovaSource est une société qui est spécialisée dans l'expertise et dans la maintenance des centrales solaires. Les centrales solaires, c'est quoi? Ça peut être bâtiment agricole, toiture plate, ombrière, centrale au sol en haute tension. On intervient donc pour faire tout ce qui est maintenance, entretien et expertise. Quand vous arrivez sur une installation comme aujourd'hui, quelles sont les grandes étapes d'observation? Les étapes se déroulent en 3 parties. Donc il y a la partie locale technique, donc tout ce qui est local onduleur, la partie toiture, donc tout ce qui est partie solaire, donc panneaux solaires, et tout ce qui est après point de livraison, raccordement de la centrale avec EDF. Alors sur chacune de ces parties, quels sont les points de contrôle que vous mettez en œuvre et les dysfonctionnements que vous pouvez observer? Pour commencer par le PDL, par le point de livraison avec EDF, on fait un contrôle déjà visuel pour voir s'il n'y a pas d'échauffement ou quelque chose de particulier, ou si la section de câble est bonne, si tout va bien. Et après on peut basculer sur de la caméra thermique pour contrôler l'état des connectiques et des serrages, déterminer s'il y a un point chaud ou s'il y a un risque d'échauffement ou de départ de feu par exemple. Ensuite vous intervenez en contrôle sur le local technique, qu'est-ce que vous faites? Donc tout à fait, donc sur le local technique il y a plusieurs points de contrôle, donc déjà premièrement visuel. Donc sur la partie onduleur, on ouvre les parties AC et on contrôle l'état des connectiques, on regarde s'il n'y a pas de point chaud avec la caméra thermique. Après on regarde les connectiques, donc les strings, on vérifie qu'il y a une bonne compatibilité entre les types de fiches pour qu'il y ait une garantie de qualité au niveau des assurances. Après on passe sur l'armoire TGBT, donc qui alimente ces onduleurs, où on contrôle visuellement pareil, qu'il n'y ait pas d'échauffement, que les câbles sont bien repérés,
que les coupures se fassent bien, que les disjoncteurs fonctionnent. Voilà, caméra thermique aussi sur détection de points chauds. Sur la partie string donc, qui arrive de la toiture, on fait des contrôles de prise de tension. Donc on va avec un multimètre, on prend en contrôle la prise de tension. On a une petite fiche pince ampère-métrique qui nous permet de mesurer le courant au niveau des strings. On a du matériel comme le PV-Tector ou le PV-Isotest pour les défauts d'isolement. Voilà, principalement pour la partie locale technique. Nous sommes équipés de drones thermiques qui nous permet d'intervenir donc sur un contrôle toiture tout en sécurité en étant au sol. La caméra thermique donc, du drone est équipée d'une caméra normale et une caméra thermique. La caméra normale nous permet de regarder visuellement l'état général de l'installation solaire et des panneaux. Et la caméra thermique nous permet de déterminer tout ce qui est point chaud, tous les défauts qui peuvent être relevés autour des défaillances de panneaux solaires. Donc point chaud, défauts de diode, et voilà principalement. Sur la partie toiture aussi, on va jusqu'à de l'électroluminescence. On fait de l'expertise électroluminescente qui se fait principalement donc, de nuit parce que c'est une prise de l'état de la centrale solaire, donc de la partie panneau, avec une caméra spécifique en envoyant un courant dans le panneau, donc en l'inverse. Au lieu qu'il produise, on lui envoie un courant. Et ça permet de refléter de nuit avec la caméra spécifique tous les défauts visuels des panneaux. Lors de vos opérations d'entretien, un exemple de dysfonctionnement que vous pouvez constater? Sur la prise de mesure de tension sur les onduleurs au niveau des strings, donc tension ou intensité, si elle ne correspond pas, qu'il y a un défaut par rapport au plan d'intégration ou de calpinage de la toiture, ça nous permet de déterminer qu'il y a un défaut et là on peut faire une corrélation avec notre expertise de drone, donc quand on fait voler le drone. Et on peut faire un lien entre ce qu'on a mesuré au sol et l'état du string en toiture. Et qu'est-ce qui peut arriver sur le panneau? On peut avoir plusieurs problèmes, donc soit une ligne qui n'est pas raccordée, donc il y a un défaut soit au niveau de la mise en service, ou alors un défaut qui peut être relevé par la caméra thermique d'un éclat sur un panneau suite à des intempéries. Et de ça, du coup, on informe le client de ce problème relevé. Et vous pouvez intervenir on a la possibilité, nous à chaque fois on fait de la proposition d'intervention. Merci pour toutes ces explications. Alors un dernier conseil pour un propriétaire d'installation photovoltaïque Donc, je conseille à tous les clients de centrales solaires de faire appel à du personnel compétent pour l'entretien de leur centrale et de mettre en place un contrat d'entretien et de maintenance. Retour sur le plateau d'AQC TV Live avec Marielle Perrin d'Espul. Voilà Marielle, peut-être quelques commentaires sur ce reportage? Oui, et ben comme ça a été bien cité dans le reportage, nous préconisons vraiment une visite de maintenance préventive annuelle pour les installations photovoltaïques. On a pu voir dans cette vidéo qu'il portait des gants pour faire les mesures de tension. On voit que les tensions mesurées étaient à plus de 700 volts. Donc voilà, on est en présence de tension élevée. Donc, porter ces EPI. Les EPI à mettre impérativement. Hein. Oui. Alors, pour quelqu'un qui voudrait aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que vous lui conseillez de lire ou de consulter? Eh bien, notamment lire ce rapport sur les dysfonctionnements électriques qui est disponible sur le site de l'AQC. Et donc, Espul, donc nous sommes centre de ressources photovoltaïques avec la petite Marianne de l'ADEME. Et donc, nous mettons sur notre site internet beaucoup d'informations, de vulgarisation, d'explications aussi un petit peu techniques pour les installateurs, pour des entreprises qui voudraient solariser leur toiture et aussi pour des particuliers. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site photovoltaïque.info. Informations techniques et bien utiles. Merci Marielle Perrin. Je rappelle que vous êtes d'Espul. Merci pour toutes ces précisions. Maintenant, une page d'actualité avec la revue Qualité Construction avant d'aborder notre deuxième thème sur l'exonération de responsabilité des constructeurs. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, un article sur les mesures de prévention face au risque inondation, une enquête sur la rénovation du parc social en site occupé, un focus sur le développement de la construction en pisé, et enfin, un point sur les règles professionnelles relatives à l'étanchéité des parkings à base d'asphalte.
nous vous proposons en lecture gratuite un article sur la ventilation naturelle, une alternative efficace à la climatisation. Il explique comment architectes et urbanistes s'inspirent de techniques ancestrales pour concevoir des constructions, mais aussi des quartiers, qui utilisent les vents, les brises thermiques et les effets de cheminée pour renouveler et rafraîchir l'air. De Montpellier à La Réunion, plusieurs exemples démontrent l'efficacité de cette approche. Retrouvez toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet qualitéconstruction.com. Autre sujet, les causes exonératoires de la responsabilité des constructeurs. C'est un sujet important parce que vous savez que les constructeurs sont présumés responsables. Donc, ils vont devoir indemniser, eux ou leur assureur, les victimes en cas de sinistre. Alors, sont-ils automatiquement responsables? Y a-t-il quelques cas d'exonération? Nous avons rencontré pour cela une avocate et une juriste en cabinet d'expertise. Pour commencer, allons voir Marie Giton pour un état des lieux et un rappel du contexte juridique. Alors, nous voici chez Marie Giton, donc avocate en droit de la construction, pour nous expliquer, pour nous préciser un certain nombre de choses sur la présomption de responsabilité, l'exonération de cette présomption. Mais déjà, Marie, je vous laisse vous présenter. Bonjour Frédéric. Oui, alors je suis avocate en droit de la construction et en assurance construction. Et aujourd'hui, on va parler des causes exonératoire de la responsabilité des constructeurs. Alors, expliquez-nous déjà, c'est quoi une présomption de responsabilité et puis une exonération de cette responsabilité? Alors, en droit français, on a une spécificité, c'est la garantie décennale. Et la garantie décennale, elle a instauré une présomption de responsabilité, c'est-à-dire qu'on considère que pendant 10 ans après la réception, le constructeur est présumé responsable des désordres graves qui surviennent, c'est-à-dire ceux qui atteignent la solidité ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination. On considère que par principe, c'est de sa faute, il est responsable et il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en démontrant son absence de faute. Alors, entre guillemets, il est automatiquement responsable de par la loi, c'est la loi qui le définit, mais est-ce qu'il y a quand même des cas où il peut échapper à cette responsabilité? Oui, tout d'abord, il peut démontrer que les désordres ne lui sont pas imputables, c'est-à-dire que les désordres trouvent leur siège ou leur cause dans un ouvrage ou dans un champ qui est hors de sa sphère d'intervention. D'accord ? Le plombier, par exemple, ne pourra pas être responsable d'un désordre sur la charpente. Voilà. Ou dans des ouvrages un peu plus complexes, en tout cas, on pourra démontrer que la cause des désordres n'est pas dans la sphère d'intervention du constructeur. Ensuite, lorsque c'est le cas, lorsque les dommages trouvent leur siège dans sa sphère d'intervention, il devra rapporter la preuve d'une cause étrangère. Qu'est-ce que c'est? Comment on définit la cause étrangère? Alors, une cause étrangère, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est extérieur au constructeur. On a par exemple la force majeure. Quand on dit force majeure, on pense aux événements climatiques. Oui, je pense à une tempête. Voilà, exactement. Une tempête, un ouragan. Mais on voit en droit de la construction que la jurisprudence ne retient pas la force majeure lorsque les événements se sont déjà produits il y a quelques années ou qu'il existe des possibilités techniques d'éviter les désordres du fait de ces événements climatiques. Donc, on le sait d'une certaine manière. Exactement. On sait que c'était pas imprévisible, possible, voilà. C'était pas irrésistible puisqu'on pouvait l'anticiper et si ça s'est déjà produit, on pouvait penser que ça se reproduirait de nouveau. Donc, ce cas-là est compliqué. Exactement. Il est plus difficile à démontrer. Ensuite, on a le fait d'un tiers, d'accord ? Un tiers, ce n'est pas quelqu'un dont répond le constructeur, je précise. Ce n'est pas son salarié, ce n'est pas son sous-traitant. Il ne pourra pas dire « mon sous-traitant a mal travaillé, donc je ne suis pas responsable ». D'accord ? C'est quelqu'un qui va être extérieur à la construction. À l'entreprise, à la Exactement. construction, par au exemple, chantier, éventuellement, voilà. Voilà, un locataire, par exemple. Oui. Si le locataire utilise l'ouvrage, par exemple un dallage industriel, dans des conditions qui ne sont pas celles qui avaient été fixées par le marché, là, il pourra soutenir que le fait d'un tiers est à l'origine des dommages. Par exemple, évidemment, il met des charges 2 fois plus lourdes que ce qui avait été prévu. Tout à fait. Par contre, il faudra évidemment que les désordres aient pour cause ce défaut, cette surcharge, évidemment.
Et enfin, on a aussi la faute du maître d'ouvrage qu'on rencontre un peu plus souvent en droit de la construction, qui est souvent une immixtion fautive du maître d'ouvrage qui va s'immiscer ou faire des choix ou imposer des choix tels qui vont être générateurs des dommages qu'on constate aujourd'hui. Néanmoins, pareil, la jurisprudence exige plusieurs conditions. Elle exige notamment que le maître d'ouvrage soit notoirement compétent et surtout que l'entreprise ait joué son obligation de conseil, c'est-à-dire en alertant le maître d'ouvrage, en émettant des réserves pour lui dire que ce choix, cette économie vont générer des dommages pour qu'il puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Sinon, on ne pourra pas lui reprocher. Mais il faut quand même que l'entreprise ou le constructeur préviennent par écrit. C'est préférable, évidemment, hein. Oui. Toujours par écrit. On le dit pas assez, mais c'est vrai que sur les chantiers, voilà, la vie du chantier fait que ça passe, le temps passe, on se dit beaucoup de choses, mais quand survient les dommages, c'est toujours mieux d'avoir des écrits. Oui, c'est plus facile de se défendre. Alors, si le maître d'ouvrage fait un défaut d'entretien d'une partie de l'ouvrage, d'un équipement, lui ou l'utilisateur, c'est quand même pas complètement de la faute de l'entreprise. Non, tout à fait. Ça peut être considéré comme une cause d'exonération. Encore faudra-t-il, pour l'entreprise, de démontrer qu'elle a bien averti le maître d'ouvrage de ses obligations d'entretien, des modalités et des conditions de cet entretien, pour ensuite dire qu'il ne l'a pas réalisé. Et évidemment, il faudra que les dommages, encore une fois, trouvent leur cause et leur raison uniquement dans ce défaut d'entretien. On revient systématiquement ou souvent sur l'obligation de conseil, oui. Que l'on peut prouver par la suite. Alors c'est quand même compliqué, voire impossible de s'exonérer de sa responsabilité. Alors c'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est difficile. Oui. Le but, de toute façon, en garantie décennale, est effectivement de protéger le maître d'ouvrage. La loi a été rédigée en ce sens, et il faut comprendre que dans la relation maître d'ouvrage-constructeur, le constructeur, il est réputé sachant, maître de son art, et que lorsqu'il réalise des travaux, ils sont censés ne générer aucun dommage. Donc le maître d'ouvrage reste quand même protégé. C'est ce que vous nous dites un peu. Tout à fait. Le maître d'ouvrage est protégé, et le pendant de cette présomption de responsabilité, qui pour les constructeurs peut parfois paraître injuste, c'est que la loi, elle a aussi prévu une obligation d'assurance pour ces constructeurs, en leur disant vous êtes présumé responsable, mais vous êtes obligé de vous couvrir en décennale pour les travaux que vous réalisez. Oui. Donc, s'ils respectent cette obligation, même si la garantie décennale a vocation à s'appliquer, c'est l'assureur qui prendra en charge les conséquences des désordres financières des désordres et qui protège finalement le aussi constructeur. Évidemment, une bonne garantie protège aussi le constructeur. Eh bien, merci Marie Giton pour toutes ces précisions, pour toutes ces informations, pour ce rappel des définitions. Retour dans le studio d'AQC TV Live. Voilà, le cadre est posé. Le chemin de l'exonération de responsabilité des constructeurs est étroit. Mais comment cela se passe sur le terrain? Allons voir Anne-Lise Gillet, qui est juriste en cabinet d'expertise. Bonjour Anne-Lise Gillet. Merci de nous accueillir dans les locaux de CPA Expert. Je vais déjà vous demander un petit peu de présenter et CPA Expert et vous-même, ce que vous y faites. Alors, bonjour Frédéric, je suis ravie de vous recevoir. Donc effectivement, CPA Expert est un cabinet qui regroupe que des experts spécialistes dans différents domaines, la construction, le risque industriel, l'environnement, la finance et tout ce qui est production animale, végétale et filière agroalimentaire. Au sein de CPA Expert, moi j'ai en charge plus particulièrement de toutes les questions juridiques et assurantielles, de la qualité et de la relation client. Donc un spectre, un champ d'activité très large. Alors venons-en à notre sujet. Déjà de façon générale, quand on intervient en expertise, est-il facile d'exonérer le constructeur de sa responsabilité ? Alors, d'une façon générale, Frédéric, quand on intervient sur une expertise, le positionnement ne sera pas le même selon que l'on défend un locataire d'ouvrage ou un sous-traitant, une mission de prestation intellectuelle ou une entreprise qui réalise des travaux, ou même qu'on soit avant ou après réception. Si on prend le cas le plus classique d'un constructeur qui voit sa responsabilité recherchée pour des dommages à l'ouvrage après réception, vous avez deux cas de figure. Soit nous sommes en présence de dommages dits graves, c'est-à-dire de nature décennale, impropriété à destination, atteinte à la solidité. Les deux critères, et dans ce cas-là, seule la cause étrangère permet d'exonérer le constructeur.
soit les dommages ne sont pas graves, moins graves, des fissures sur une façade, des fissures de nature esthétique par exemple. Et dans ce cas-là, on sera ce qu'on appelle sur un fondement de dommages intermédiaires. Et là, ce sera plus facile pour le constructeur, sa position sera plus favorable, puisqu'il appartiendra au maître d'ouvrage de prouver sa faute. Donc en décennale, seule la cause étrangère permettrait de s'exonérer de sa responsabilité. Complètement. D'accord. Alors, est-ce que les constructeurs comprennent ce positionnement et ils ont du mal vis-à-vis de la force majeure, vis-à-vis de l'émission du maître d'ouvrage? Ils se disent, je reste quand même responsable finalement. Tout simplement parce que la jurisprudence admet de façon extrêmement restrictive la cause étrangère, toujours dans un but de protection du maître d'ouvrage. Cela fait bien des années, Frédéric, qu'une tempête n'est plus considérée comme imprévisible et irrésistible. Oui, un événement de plus en plus fréquente, oui. Un événement naturel même qui est qualifié de catastrophe naturelle, face à une construction qui aura moins de 10 ans, eh bien, régulièrement, c'est la présomption de responsabilité décennale des constructeurs qui prendra le dessus, parce qu'on trouve toujours une petite erreur d'exécution par-ci, une petite erreur de calcul par-là, et c'est suffisant. Et donc, ils gardent ou ils prennent la responsabilité. Alors, est-ce qu'ils ont intérêt à une obligation de conseil importante, renforcée en amont? Comment ça se passe? Ah, la fameuse obligation de conseil. Voilà, oui. Mais vous avez raison, parce que c'est très important. Quand on est entrepreneur, on considère souvent qu'on a tout bien fait, qu'on n'a commis aucune erreur d'exécution, qu'on ne voit pas pourquoi on serait recherché en responsabilité. Alors déjà, comme on vient de le dire, il n'y a que la cause étrangère qui peut exonérer, mais il faut savoir aussi que quand on est entrepreneur, on est également, à côté de nos travaux, tenu d'une obligation de conseil. Ça veut dire quoi, Frédéric? Ça veut dire que vous ne pouvez pas, en tant qu'entrepreneur, vous exonérer en considérant que le maître d'ouvrage a accepté l'offre la moins-disante, alors que vous saviez pertinemment qu'en acceptant votre offre, et ça ne répondrait pas à la meilleure performance acoustique qu'il attendait et que vous n'avez mis aucune réserve dessus. Alors, pratiquement, il n'y a pas de moyen de s'exonérer de sa responsabilité. Alors, je dirais, il ne faut pas confondre le fait de défendre techniquement un constructeur et la question de l'exonération par la cause étrangère. Défendre techniquement une entreprise qui fait des travaux, un bureau d'études qui fait des calculs, un maître d'œuvre qui fait de la conception, ça, chez nous, enfin, en tout cas les experts, en font quotidiennement. C'est votre travail. C'est notre travail, on est plutôt bon d'ailleurs dans la matière. Mais voilà, c'est notre rôle en tout cas de trouver les biais au regard du marché de l'assuré, au regard du marché des autres, pour limiter, voire pourquoi pas écarter la responsabilité. Mais parler d'exonération au titre de la cause étrangère, tout simplement parce qu'on a correctement fait ses travaux, ça c'est une autre question et on vient de voir que c'est quand même compliqué à obtenir. Il reste un biais. Alors, allez-y. La notion d'imputabilité. Et j'y tiens particulièrement parce qu'on l'oublie assez souvent. Or, pour qu'une présomption de responsabilité décennale soit engagée à l'encontre d'un constructeur, il faut aussi que l'imputabilité entre son marché, ses travaux et les dommages soient établis. Je vais vous donner un exemple, Frédéric. Vous participez à la construction d'un ouvrage et vous avez le lot menuiserie. Il apparaît que des dommages surviennent sur tout ce qui est voirie et réseaux divers. On voit bien que entre les fenêtres et les VRD, il y a un fossé, dirons-nous. Bon. Donc on voit bien surtout que là, il n'y a absolument aucun lien d'imputabilité entre le dommage et l'intervention et votre intervention en tant que avec le lot menuiserie. Et à ce titre-là, on peut écarter du coup la présomption de responsabilité décennale. Alors, quelques mots quand on est sous-traitant. Comment ça se passe sur cette responsabilité? Alors, le sous-traitant, comme vous le savez, n'est pas soumis à la présomption de responsabilité décennale puisqu'il n'est pas assujetti à ce régime de responsabilité. Mais un sous-traitant, il a une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d'ordre. Donc le donneur d'ordre qui souvent est l'entreprise générale. Tout à fait. D'accord. Et lorsqu'on a une obligation de résultat, le seul moyen pour s'en exonérer, c'est la force majeure ou la faute de la victime, en l'occurrence la faute éventuelle du donneur d'ordre. Oui. Donc c'est plutôt plus facile? Je ne dirais pas que c'est plus facile, tout simplement parce que le sous-traitant ne peut pas se contenter de dire qu'il n'a pas commis de faute. Si vous êtes en présence éventuellement d'une cause
indéterminée, au titre de votre obligation de résultat, c'est vous qui restez redevable de reprendre l'ouvrage qui est endommagé. Je vais reprendre mon sujet des menuiseries. Oui. Si vous fournissez et posez des vitrages et qu'après coup, on s'aperçoit que vos vitrages sont rayés, eh bien, ce sera à vous de démontrer soit que les rayures proviennent d'un autre intervenant du chantier, ou pourquoi pas de votre donneur d'ordre dans le cadre de sa propre prestation qui serait venu endommager votre vitrage, ou après réception, à vous de prouver que, par exemple, dans le cadre du contrat de maintenance, que c'est le maître d'ouvrage qui pourrait en être responsable. En tout cas, vous ne pouvez pas vous contenter de dire que vous n'avez pas commis de faute. Alors, Anne-Lise, peut-être pour conclure, une ou deux recommandations pour nos constructeurs. Alors, je ferai deux types de recommandations. Premièrement, plutôt en amont, au niveau contractuel. Travaillez votre marché, l'aspect contractuel de votre marché avec votre maître d'ouvrage ou votre entreprise générale. Définir clairement le périmètre de son intervention, le contenu de sa mission est primordial. Respectez bien votre obligation de conseil. Si on fait appel à vous, c'est que vous êtes sachant. Donc si on vous demande de faire des travaux qui vous semblent inadaptés ou sur lesquels vous avez des doutes, Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut faire des réserves. Il faut même par écrit. Voire même proposer des variantes et les faire valider. Et lorsque vous faites des réserves, il ne faut pas faire une seule fois, il faut le faire à plusieurs reprises. Pareillement, quand il y a des conditions d'utilisation un peu particulières ou de l'entretien à voir, il faut également le rappeler en transmettant une notice claire et explicite. Et bien évidemment, il faut conserver toutes les preuves de ce qu'on a fait dans le cadre de son marché et du respect de son obligation de conseil. Puis deuxième recommandation, cette fois-ci plutôt en aval. En aval, après, S'il y a un sinistre, ne tardez pas, si vous êtes mis en cause dans le cadre d'un sinistre, ne tardez pas à le déclarer à votre assureur. Plus vite vous l'aurez déclaré à votre assureur, plus vite il mandatera un expert à vos côtés. Et plus tôt un expert intervient, mieux vous serez défendu et en tout cas la stratégie sera plus facilement adoptée avec vous-même pour travailler dans la défense de vos intérêts. Voilà. Merci Anne-Lise Gillet. Je rappelle que vous travaillez chez CPA Expert et que vous nous avez fait part de toute votre expérience. Merci. Merci Frédéric. Merci à Marie Giton, avocate, et à Anne-Lise Gillet, juriste en cabinet d'expertise, pour toutes ces explications. Vous avez ainsi reçu les principaux conseils. Une version plus complète sera disponible dans les prochains jours sur la chaîne YouTube AQC TV. Voilà, cette émission touche maintenant à sa fin. Retrouvez les liens utiles dans la description. Prochaine émission début juillet. Merci à la technique, à Ève, à Richard et à Lionel. Retrouvez l'intégralité de nos émissions sur la chaîne YouTube AQC TV. Bonne fin de journée.